Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. On avait oublié ? On n'avait pas oublié, bien sûr, le Bataclan, Saint-Étienne-du-Rouvray, Nice, l'école de Hadzomer de Toulouse. Mais on ne pensait pas au marché de Noël. Et voilà, on est obligé aujourd'hui de penser au marché de Noël de Strasbourg. L'islamisme radical a encore frappé. Pourquoi ? Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Eh bien, André Berkoff, on en parle avec votre invité, Alexandre Delval, géopolitologue, enseignant à l'IPAG et auteur de ce livre, La stratégie de l'intimidation. C'est publié aux éditions de l'Artilleur. Alors, Alexandre Delval, bonjour. Bonjour. Je rappelle que, pour ceux qui ne le savent pas, aux éditeurs de Sud Radio, qu'Alexandre Delval est historien, géopolitologue, mais qu'il a été le premier en 2002, il a fait beaucoup de livres très intéressants depuis, mais il a été le premier en 2002 à parler du totalitarisme islamiste, alors que personne n'en parlait à l'époque. Et je me rappelle comment il a été critiqué pour ça. C'était bien avant le Bataclan, bien avant Charlie Hebdo, mais depuis, hélas, les faits lui ont donné raison. Alexandre Delval, alors, on se disait, bon, écoutez, là, on est en plein gilet jaune, on est en pleine manifestation sociale, on a vu tout ce qui se passait là-dessus, et que vraiment, il y avait une identité qui était en train d'être retrouvée, et puis des gens qui n'en pouvaient plus, c'est la France des oubliés, la France de réprouvés, la France périphérique dont parle Gustave Guilluy, etc. Et puis d'un coup, voilà, ça recommence, on a l'impression que ça recommence, voilà, marché de Noël, un fichier S radicalisé, puisqu'il est radicalisé, Chérif Shekat, natif de Strasbourg, faut bien le dire, hein, il est né en France, il est français d'ailleurs, et ses parents avaient immigré, et 3 morts ou 2 morts, on ne sait pas exactement, des dizaines de blessés. Au fond, on a l'impression que c'est presque devenu, je ne dirais pas une habitude, mais on voit très très bien, ce n'est plus, vous savez, quand il y a eu Carpentras, oui, et les cimetières, le cimetière juif profané, etc., il y a eu 200 000 personnes qui s'est descendues. Maintenant, est-ce que c'est devenu habituel ? Voilà. Il faut s'habituer à vivre avec le terrorisme ? Ah oui, je pense qu'il faut s'habituer à vivre avec le terrorisme. Vous savez, moi je le dis déjà depuis 30 ans. S'habituer ou résister ? Il faut à la fois résister, bien entendu, je sais que vous avez une âme de résistant, vous n'êtes pas du genre à vous laisser faire, mais il faut s'habituer aussi, puisque nous avons fait venir des loups dans la bergerie. Nous avons, pendant des années, accepté une immigration indiscriminée, sans vouloir faire de sélection d'un point de vue civilisationnel, comme le regrettait Alfred Sauvy. Le démographe Alfred Sauvy avait dit « Attention, une société qui sera trop multiculturelle sera multiconflictuelle ». Et ce n'était pas un type d'extrême droite. Le grand démographe Alfred Sauvy. On n'a pas voulu écouter ceux qui disaient qu'il y a des phénomènes d'intégration plus faciles que d'autres. Donc on a un terrain premier qui est celui de la non-intégration. Et les islamistes, qu'ils soient coupeurs de tête, terroristes, ou qu'ils soient coupeurs de langue, donc islamistes plus malins, ils ont quand même un objectif commun, empêcher... Coupeurs de langue, vous voulez dire, qui censurent. Voilà, ceux qui censurent, hein, c'est les islamistes à la frères musulmans, mais les islamistes, qu'ils soient violents ou pas, veulent désassimiler. Ils veulent utiliser les migrants et les fils de l'immigration et leur mal-être, ils veulent l'instrumentaliser comme une espèce de foment de séparatisme pour ensuite créer le chaos. Et donc, on a un terrain. Deuxièmement, on a des prisons qui ne font que former des terroristes. On entre délinquants normaux dans une prison, qui sont surpeuplés d'ailleurs, parce qu'on ne veut pas en construire d'autres, et le type ressort à la fois délinquant et islamiste, les deux en général. Donc, on a des terreaux de non-droit et des terreaux d'emprisonnement. Et enfin, une justice laxiste qui libère un Bertrand Cantat au bout de quelques années, qui libère un type, le logeur du Bataclan, il a quand même tué un de ses copains à coup de hache, il était en liberté quelques années plus tard. On a une justice complètement ubuesque. Vous prenez 7 ans si vous avez égorgé quelqu'un en France. Et si vous avez vous violez une petite fille, maximum, vous prenez 10 ans. Et donc, ces trois phénomènes... Avec sursis. Ces 3 phénomènes, terrain de recrutement civilisationnel, des zones de non-droit, où il y a une non-intégration qui a été voulue, parce qu'on a laissé nos musulmans dans les mains des pires islamistes. Oui, parce qu'il faut... Justement, Alexandre, il faut quand même le dire, les migrants ne sont pas terroristes. Bien sûr que non. Vous avez la immense majorité de migrants qui ne vont pas passer, qui n'ont même pas la pensée de devenir ni terroristes, etc. Il y a effectivement une minorité, et le problème, c'est une extrême
extrême minorité, bien sûr. Et totalement. Mais alors, comment faire cette minorité-là? Comment faire pour effectivement l'empêcher de nuire? On pose toujours la question. Alors on nous dit oui, mais on peut pas être un policier derrière chaque fichier S, etc. Mais au-delà de ça, comment empêcher cette radicalisation, cette non-assimilation, cette non-intégration? On a l'impression que pendant 40 ans, tout le monde s'en fichait, déniait. Déjà, il faut arrêter de rendre les gens parano. On s'est rendu compte aujourd'hui que les gens qui adhèrent à Al-Qaïda, à Daesh, ou comme ce monsieur qui n'est peut-être pas membre d'une organisation, mais qui en suit le mode opératoire, ils sont avant tout, on oublie, c'est un truc simple que vous connaissez, puisque Hans Hansenberger en a parlé dans Les Perdants radicaux, ce sont avant tout des gens qui sont parano. Il y a une stratégie de paranoïsation. On fait croire aux musulmans, qu'ils soient terroristes ou pas, qu'ils soient pratiquants ou pas, qu'ils sont foncièrement victimes d'un racisme d'État, d'une islamophobie intrinsèque de l'habitant de souche, de pays d'accueil. Donc déjà ça, c'est un terreau de recrutement radical. Il faudrait arrêter de faire croire que nous sommes foncièrement... Il faut arrêter de se culpabiliser et il faut arrêter de distiller dans le cerveau de ces jeunes qui au départ n'ont pas cette idée. Comme vous dites, l'immigrant de base, il arrive pour avoir une prospérité. Il vient ni avec une idée... il vient ni en tant qu'islamiste, ni en tant que parano qui pense qu'il est victime de racisme d'État. Mais on lui apprend ça depuis tout petit. Et ça, c'est déjà un pas vers l'islamisme radical. Ce ne sont pas seulement les islamistes qui apprennent ça, mais un certain nombre de bobos gauchos, on peut dire... C'est ce que j'appelle l'alliance du rouge, du rose et du vert. Le vert de l'islamisme ne serait pas possible en Europe s'il n'y avait pas d'un côté une extrême gauche qui est alliée objectivement et même consciemment contre l'Occident honni, et aussi cette gauche multiculturaliste un peu plus modérée, mais qui à la Trudeau, c'est la pensée Benetton, Trudeau, et qui pense qu'une femme voilée c'est très bien, que le communautarisme c'est très bien. Trudeau a même fait une loi pour condamner uniquement l'islamophobie et pour ne pas condamner d'autres phobies, ce qui est assez aberrant. Donc voilà, ce rose, ce rouge déroule le tapis rouge à l'islamisme radical, au vert. Mais alors justement, encore une fois, Alexandre Delval, on voit encore là, ça reproduit, ça va se reproduire, etc. Au fond, ce que vous dites, c'est qu'il faut alors quoi, travailler à l'école. Et comment ça se fait? Oui, à l'école. Michel Tribal l'a dit d'abord. Comment il se fait que cette assimilation, cette intégration, tant vantée, la France, pays d'assimilation et d'intégration, comment ça se fait que ça a à ce point échoué pour qu'on ait des gens qui sont là et qui ne pensent qu'à non seulement maudire la France, qu'Allah maudisse la France, disaient un des journaux de Daesh, qu'Allah maudisse la France, mais en plus à tuer, etc. Comment en est-on arrivé là? Moi, je vais vous dire, je ne suis pas surpris. Je pense même que si nous avions voulu en arriver là, nous n'aurions pas agi autrement que ce qu'ont fait les politiques depuis 40 ans. Je m'explique. Les ELCO, les fameux enseignements de langue et de culture d'origine, font qu'un Turc, un Maghrébin, un Marocain, un Algérien, un Tunisien, en France, dans le cadre d'un accord voulu par l'Union européenne et un accord entre la France et le pays d'origine, on donne des enfants qui devraient normalement être intégrés pour devenir des Français dans leur cœur, on les apprend, on les confie à des gens qui ont une vision tout à fait hostile à notre pensée. Moi, j'ai par exemple une étudiante turque qui m'a dit que c'est dans le cadre des ELCO qu'elle a appris le révisionnisme. On lui a le révisionnisme Shoah, du génocide, du génocide arménien. L'ultranationalisme turc et le révisionnisme. Elle l'a appris en France. En France, on lui a dit attention, c'est pas vrai, le génocide des Arméniens. Pas dans une mosquée turque tenue par Erdogan. Ouais. Dans les cours de langue et de culture d'origine qui sont le fruit d'un accord par l'enseignement français. Prodigué par l'État français, puisque c'est des accords entre l'État d'origine et l'État français. Donc un jour, Rachid Kassi en parlait dans son fameux livre La République des lâches. Il disait, moi je suis kabyle et très peu musulman. Et j'avais des cours de langue et de culture d'origine, encore une fois, c'est étatique, c'est le fruit d'accords entre États, où on m'apprenait à être islamiste, alors que, soi-disant, c'était des cours de langue arabe, mais des barbus. Donc voilà, tout ce qu'on a fait, c'est confier, et là on n'a parlé que des ELCO, parlons maintenant des mosquées. La plupart des mosquées, à part la mosquée de Paris, et moi je la soutiens, la mosquée de Paris, parce que Boubacar est véritablement un modéré, contrairement aux accusations contre lui. J'ai fait une interview de lui dans Valeurs Actuelles, et il a vraiment parlé de l'islamisme comme un cancer, il est irréprochable là-dessus. Mais à part la mosquée de Paris, tous les autres pôles de l'islam de France sont tenus par des gens qui ont une vision minimum intégriste et même islamiste radicale. Les frères musulmans, l'Arabie Saoudite avec la Ligue islamique mondiale qui prodigue le salafisme, on a les Turcs avec le Millî Görüş et le ministre d'État, le ministère turc des religions qui draine à peu près plus de 150 mosquées, et on a bien sûr l'influence de pays du Golfe et du Pakistan et du Tabligh, etc. Donc en gros, la plupart des pôles de l'islam en Europe sont dirigés
dirigés par des fanatiques qui distillent un islam de parano, où on leur apprend que l'État mécréant est impur, il faut se séparer de l'État mécréant, et si on ne peut pas s'en séparer physiquement, comme le prône Daesh, par une immigration, la fameuse hijra, Oui. eh bien, il faut le faire par une sorte d'immigration intérieure, symbolique, que Gilles Kepel avait analysé déjà dans les années 90. Islamologue Gilles Kepel. Absolument. Et donc, aujourd'hui, c'est ce que j'appelle ce séparatisme fondé sur une paranoïsation est très habile, puisque c'est le meilleur moyen de séparer une communauté d'une autre. Ouais, vous avez que même François Hollande, Oui. dans un président, dans le livre qu'on fait les entretiens avec Davé et l'homme, a parlé lui-même et dit Absolument. la France est déjà en partition. Mais bien sûr. Mais vous le pensez? Mais je le pense Elle est réellement. déjà en partition, quelque part en sécession. Je vais vous dire, c'est pas nouveau. En 2001, je faisais une émission chez Monsieur Moati à Moati le lendemain de l'attentat 2001, et il y avait un militant Le 11 associatif. septembre, vous voulez dire? Oui, 11 septembre, donc c'est déjà vieux, 2001, en 11 septembre. Il y avait un militant associatif maghrébin, français d'origine maghrébine, très honnête, très, très, très franc, et il disait, vous rêvez et vous dormez. Parce que dans nos quartiers, on a entendu des chants de joie le jour du 11 septembre. Alors vous me direz, c'est peut-être parfois, comme on dit, des racailles, des jeunes, un peu irresponsables, adolescents qui font ça pour provoquer. Mais quand on est solidaire de barbares qui tuent, c'est quand même pas que de l'humour sympathique. C'est pas Coluche, ça va beaucoup plus loin. Cette solidarité